les gens ont peur. Même dans la société civile, c'est pas tout le monde qui ose s'exprimer. Normalement, au-delà des évêques, on aurait eu des universitaires, on aurait eu des responsables économiques, on aurait eu des artistes, on aurait eu d'autres acteurs qui se prononceraient ouvertement pour dire attention, nous devons respecter le cadre juridique électoral, tout au moins, encore plus, nous devons respecter les principes démocratiques qui sont bien connus. Notre pays a adhéré à des instruments internationaux, je vais citer au moins deux. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la charte africaine pour la démocratie, la gestion de la gouvernance. Et donc, quand vous lisez ces documents-là indiquent clairement comment une élection doit se passer. Alors, notre pays, on est bien conscient que ça se passe pas. Je rappelle aussi que le président Biya, en 2013, lui-même a reconnu que notre processus électoral, notre cadre juridique était perfectible et qu'il y avait nécessité de le revoir. Depuis 2013, rien n'a été fait. Nous avons été reçus l'année dernière, en 2024, par les conseillers techniques du Premier ministre, pour le compte du Premier ministre qui avait demandé à ce qu'on nous reçoive, pour discuter sur nos propositions. On a discuté, on a eu des séances de travail et on nous a laissé croire au Premier ministre, au Premier ministère, qu'il y avait des possibilités de revoir ce cadre, parce qu'ils ont bien vu que nos propositions étaient pertinentes. On a fait des propositions qui indiquaient les problèmes et les solutions. Nous avons eu des séances de travail avec le Conseil électoral, on a présenté les propositions de la société civile qui indiquent clairement, point par point, les problèmes du code électoral et les propositions de solutions. Et le Conseil électoral avait bien, n'est-ce pas, retenu que nos propositions étaient pertinentes, mais que ce n'était pas leur responsabilité d'apporter des modifications quelconques. Avec le Premier ministre, nous avions pensé que avant 2025, il y aurait, n'est-ce pas, des réformes. Malheureusement, nous arrivons en 2025, il n'y a toujours pas de réformes. On peut constater aujourd'hui ce que nous avons toujours décrié, l'immixtion de l'administration, n'est-ce pas, dans le processus électoral, et donc avec ce que nous voyons comme la pression sur le Conseil électoral, qui ne peut pas prendre des décisions de manière objective, parce que quand vous regardez, n'est-ce pas, ce qui s'est passé avec la sélection, entre guillemets, de la liste provisoire des candidats à la prochaine élection présidentielle, vous vous dites quand même, il y a un souci. Merci. Il y a un gros souci. Et excusez-moi, ça me rappelle, parce que quand nous avons été reçus en 2012 par le Premier ministre, c'était la société civile, et il y avait les recteurs des universités, et il y avait quelqu'un qui est présenté au Cameroun comme c'est un certain le professeur Olinga, qui est présenté comme un expert, n'est-ce pas, sur les questions électorales. Et ce jour, je me souviens qu'il avait dit au Premier ministre, il ne sait pas qui sont les producteurs des lois au Cameroun. Lui, il est expert en cette matière-là. Il a participé à l'élaboration, n'est-ce pas, des cadres juridiques électoraux dans beaucoup de pays africains. Quand il regarde nos lois du Cameroun sur les questions électorales, il est choqué. Il est choqué de voir que ces lois-là ne correspondent pas du tout aux principes démocratiques. Et donc, c'est pour dire que quand on regarde ce qui se passe, quand on est Camerounais, qu'on lit d'autres instruments, qu'on côtoie d'autres pays, qu'on visite d'autres pays, on se dit quand même, qu'est-ce qui se passe dans notre pays, dans un pays qui est quand même, dans un pays qui est respecté. Parce qu'il faut dire que quand vous parcourez le monde entier, quand vous prenez comme Camerounais, vous êtes respecté. On reconnaît le Cameroun comme un des rares pays africains dont le niveau d'instruction est très élevé. Parce que quand vous regardez, quand vous allez dans tous les pays, que vous allez aux États-Unis, en Occident, dans les pays européens, vous allez trouver les Camerounais dans des hauts lieux, bien placés sur le plan intellectuel, et on ne comprend pas que chez nous, on piétine les principes élémentaires. Merci. Merci Philippe Nanga de nous avoir promené, notamment nous amener à voir quelques imperfections dans notre code électoral. On espère qu'avec le juriste et l'expert en questions juridiques qui est avec nous, bien qu'étant éloigné mais réuni par la magie des ondes. Professeur Tim Chouin, quels peuvent être les défis justement du Conseil constitutionnel? Il faut dire que les audiences s'ouvrent demain et 35 dossiers seront examinés. Oui, alors, avant de revenir à la question sur les défis, je voudrais peut-être intervenir à la question que vous avez posée au compatriote Philippe Nanga pour dire que j'ai vu circuler, je crois, une invitation du délégué général à la Sûreté nationale, invitant, n'est-ce pas, un certain nombre de responsables pour la célébration d'une messe au niveau de la basilique mineure de Volier, je crois qu'au cours de la semaine. Alors, c'est bien dire que...
Oui. Justement, c'est un événement qui s'est déroulé justement du côté de Yaoundé. Aujourd'hui, on parle du jubilé, notamment d'une faction de l'Église catholique du Cameroun. Donc c'est lié au jubilé qui se célèbre. On a vu justement des policiers, bon, voilà, des gendarmes et des militaires. Bon, voilà. Donc vous voyez bien que si l'administration de temps en temps peut solliciter l'Église, c'est bien dire que l'Église a un rôle à jouer, n'est-ce pas, dans la stabilité de notre société, n'est-ce pas? Et donc, l'évêque de Bafoussam met tout à fait dans son rôle. Alors, parmi les défis, vous avez parlé des défis, et il y a le défi de l'impartialité. La statut des membres du Conseil constitutionnel est clair. Les membres du Conseil constitutionnel doivent être à l'abri de toute pression. Ils doivent affirmer leur indépendance et leur impartialité, n'est-ce pas, et ne dire que le droit. Bon, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous lisez, entre-temps j'ai cherché le texte, n'est-ce pas, qui porte organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel. Alors quand vous lisez à l'article 3 de la loi numéro 2004/004 du 21 avril 2004, n'est-ce pas, portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, il est clairement dit à l'article 3, ce qui suit, je vais lire pour nos auditeurs, article 3, le Conseil constitutionnel statue sur, premier tiret, la constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux. Deuxièmement, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat avant leur mise en application quant à leur conformité à la Constitution. Alors, troisième tiret, les conflits d'attribution entre les institutions de l'État, entre l'État et les régions, entre les régions. Alinéa 2, il veille à la de l'élection présidentielle, des élections parlementaires, des consultations référendaires, et en proclame les résultats. Et l'alinéa 3, il émet des avis sur les matières relevant de sa compétence. Donc quand vous avez lu ces attributions qui ne prêtent le flanc à aucune ambiguïté. Quand vous lisez par exemple, on vous dit, il veille à la régularité de l'élection présidentielle, ainsi de suite. Et le 3, on dit, il émet des avis sur les matières relevant de sa compétence. Vous comprenez que quand j'ai évoqué tout à l'heure la surprise qui a été la nôtre, que le Conseil constitutionnel se soit déclaré incompétent, n'est-ce pas, pour connaître de la demande d'avis, n'est-ce pas, d'Abdourahmane Amidou Baba, vous comprenez qu'on est surpris lorsqu'on lit cette alinéa 3. On dit que le Conseil constitutionnel émet des avis sur les matières relevant de sa compétence. Et parmi les matières, il y a justement la question de l'élection présidentielle. Et puis je dis, dans la requête du MRC, le critère c'était que le corps électoral n'était pas encore convoqué. Le corps électoral est convoqué, le Conseil constitutionnel se déclare sur incompétent. Donc vraiment, il y a le défi. Le principal défi, c'est celui d'assumer son indépendance, n'est-ce pas, de se libérer de la pression, n'est-ce pas, qui est exercée sur son office par les pontes du régime RDPC, via RDPC. Parce que justement, ce que nous lisons dans les réseaux sociaux, n'est-ce pas, ne crédite pas le Conseil constitutionnel vraiment de toute la considération qu'il doit mériter. Parce que le Conseil constitutionnel, n'est-ce pas, soit impliqué à des réunions, si ce qu'on dit est vrai, soit prenne part à des réunions où il y a des politiques. Vous voyez, c'est très embêtant. Avant même ce contentieux électoral, il vous souvient qu'il y a eu un scandale révélant la participation du président du Conseil électoral, du Conseil constitutionnel, à une réunion de nature culturelle, mais qui a été sanctionnée par la signature d'une motion de soutien appelant à la candidature de Paul Biya. Alors, justement, le président du Conseil constitutionnel avait effectué une sortie là-dessus en disant justement que lorsque la motion de soutien était signée, il n'était plus dans la salle. Il n'était plus dans la salle, mais il ne s'est jamais désolidarisé de la motion de soutien. Dire qu'il n'était pas dans la salle, ça ne veut rien dire. Je crois que le plus important, c'est là où on attendait minimalement le président du Conseil constitutionnel, mais c'était de se désolidariser formellement, n'est-ce pas, de la motion de soutien pour dire qu'il ne s'y reconnaît pas. Dire qu'il n'y a pas pris part, ça ne veut rien dire. On se serait attendu que le président du Conseil constitutionnel, n'est-ce pas, fit au moins, n'est-ce pas, ce démenti-là, se désolidarise, n'est-ce pas, même s'il approuvait les autres résolutions, mais que cette motion de soutien spécialement soit mise à l'index,
solidarise, et au plan symbolique, cela aurait quand même un sens. Mais dire qu'il était parti, alors qu'il n'a jamais désapprouvé la motion de soutien, vous comprenez que cela questionne par rapport à la capacité, n'est-ce pas, des membres du Conseil constitutionnel, dont le plus grand parmi eux, à s'élever, n'est-ce pas, au-dessus d'un certain nombre de considérations. Vous voyez? Donc, ça, c'est le principal défi. Mais il y a aussi un autre défi, bon, qui est à ce soir. Vous avez parlé. On est que les débats, au fond, en fait, ne pourraient concerner qu'une quinzaine de dossiers environ. Et au regard, quand même, de la simplicité de certains cas, on n'a pas besoin de traîner trop longtemps. Dans le cas, par exemple, qui suscite tant d'attention, à savoir celui du Manidem. Mais, je vous assure que si le Conseil constitutionnel veut faire preuve d'objectivité, mais c'est un dossier pour lequel on ne met pas 1 heure de temps. C'est un dossier pour lequel on ne met pas 1 heure de temps. Au regard de tout ce qui a déjà été dit, des documents administratifs qui ont circulé par rapport à cette cause-là. Mais tous les Camerounais savent aujourd'hui que M. Yebga est entré en hibernation politique depuis 2018. Comment est-ce que vous pouvez vous revendiquer d'être le président d'un parti et ne participer à aucune de ses activités pendant 7 ans? Il y a un principe que les juristes connaissent. Error commune facit jus. C'est-à-dire l'erreur commune est le droit. Ça veut dire que même si vous étiez en position de légitimité et que vous avez abandonné, n'est-ce pas, vos attributions en les laissant être exercées par quelqu'un d'autre, tout le monde finit par constater que c'est celui à qui vous avez abandonné vos fonctions qui est véritablement. Et cette apparence-là, c'est ça la théorie de l'apparence, mais cette apparence-là finit par créer le droit. Celui-là, même s'il était un usurpateur, va vous supplanter sur la base de ce principe juridique selon lequel l'erreur commune est le droit. Nous avons vu par exemple que pour sortir, Ekane Anissé, depuis 2018, est à la manœuvre. C'est lui qui a investi l'unique élu actuel du Manidem. Il a interagi dans le cadre des correspondances, dans le cadre des séances de travail administratif avec le MINAT, avec Elecam, jusqu'à la clôture des dépôts des candidatures. C'est bien le nom de M. Ekane Anissé qui figurait sur la plateforme du MINAT. Donc, comprenez qu'il y a tellement d'éléments qui sont consolidés autour de la légitimité Ekane Anissé, tel que vraiment le débat ne devrait pas durer 30 minutes. Merci. Pour peu que les membres du Conseil constitutionnel veuillent véritablement dire le droit et soient mus également par la nécessité de préserver la paix sociale. J'ai souvent eu l'occasion de dire, j'ai été sollicité par les Nations Unies pour accompagner le processus de retour à la paix en Côte d'Ivoire. Alors, m'intéressant aux causes de la crise en Côte d'Ivoire, l'origine n'était pas double. L'unique origine de la crise ivoirienne, c'était l'obsession de ceux qui étaient en position de pouvoir à écarter un candidat indésirable, en l'occurrence M. Alassane Dramane Ouattara. C'est pour lui que le concept d'ivoirité a été créé, et vous voyez où ça a mené la Côte d'Ivoire. Près de 6 000 morts sur le carreau, pour finalement aboutir à quoi? À la prise de pouvoir par Alassane Ouattara. Au moment où nous parlons, il ambitionne un 4e mandat. Donc vous comprenez que vraiment on n'a pas besoin d'en arriver là, surtout que le RDPC qui s'obstine vraiment à entretenir cette tension, mais se bat ainsi pour un patriarche de 93 ans. Merci. Vraiment, dont les exploits aujourd'hui, c'est de dire, oui, il a marché, il a salué, il est debout. Ce n'est pas ce qu'on attend d'un chef d'État au Cameroun. Monsieur Nanga a dit tout à l'heure les mérites que l'on reconnaît aux Camerounais à travers le monde entier. Notre pays a besoin, n'est-ce pas, d'une gouvernance efficace, d'une gouvernance proactive, visionnaire. Et la centralisation de notre système politique est incompatible avec un président fatigué. Vraiment, merci. Merci. On va tout droit vers le mur. Merci beaucoup, professeur. Oui. Merci beaucoup, professeur. Vous restez en ligne, on vous reprend dans quelques instants. Alors, on revient avec vous, Arlette Ndjopoupa. 35 dossiers de recours ont été déposés. On retrouve ceux relatifs au rejet, mais également plusieurs contestations de la validité des candidatures. Exemple, on a celle du président de la République, Paul Biya, celle de Cabral Libi également, qui fait également l'objet de contestations de la part de Robert Kona, qui se déclare président, fondateur. On voudrait comprendre, parce qu'on a la chance de vous avoir. Est-ce que cela vous fait un peu peur? Est-ce que cela entraîne une sorte de bousculade au sein du PCRN?
Une bousculade, non, je dirais pas vraiment. Est-ce qu'il y a une sérénité? Naturellement, nous sommes assez sereins. Déjà parce que le juge constitutionnel n'est pas un juge de fond. C'est-à-dire que c'est pas lui qui va venir déterminer si au sein d'une formation politique qui fait quoi. Mais également, c'est parce qu'il y a aussi un mode de saisine du Conseil constitutionnel, notamment lors du processus électoral. L'article 128 du Code électoral est assez clair sur ces questions-là. Donc, n'ayant pas pris part au premier process, vraiment, ceux qui sont venus après, leurs requêtes ne vont simplement pas prospérer parce que ce n'est pas permis par le Code électoral. Mais la question demeure. Maintenant, il y a des téléspectateurs qui peuvent encore se poser la question de savoir pourquoi, une fois de plus, cette agitation. La réalité, c'est que depuis le début de cette affaire où M. Robert Kona a décidé comme ça d'aller en justice, nous avons à peu près plus de 6 décisions de justice qui l'ont débouté sur toutes les revendications qu'il a entreprises. Donc, je crois que celle qu'il a déposée au Conseil constitutionnel, ce n'est qu'une fois de plus un recours de désespoir. Donc, c'est aussi une manière pour lui d'exister. Mais nous savons effectivement quelle est la suite logique de la chose, parce que depuis le début, il ne fait que se faire débouter. C'est aussi le lieu pour nous de rappeler que nous sommes en phase de réconciliation également. Donc, après toutes ces batailles, toutes ces querelles juridiques, nous sommes toujours favorables à lui tendre la main si effectivement il décide de se ressaisir et d'arrêter un peu de tirer de long en large, même si effectivement il veut continuer. Et on peut comprendre quand on sait qui sont ceux qui sont derrière, qui sont ceux qui l'encouragent, qui sont ceux qui les financent. Il faut que les gens les sachent. On est au courant de tous ces noms, on sait exactement comment ça se passe. Mais ça fait partie justement malheureusement du jeu politique au Cameroun. Tout à l'heure, l'expert disait que le processus électoral, ce n'est pas simplement un ensemble de codifications. Quand j'entends le grand frère Philippe Nanga qui parle du code électoral, oui, là c'est les règles de la campagne, c'est les règles de droit. Mais la réalité, c'est que nous, les acteurs politiques, on fait face souvent à des choses qui ne relèvent même pas du code électoral. Lesquelles, par exemple? Je vous prendrai des exemples, mais alors d'une banalité que vous n'aurez même pas. C'est tellement drôle. Voyez, en 2020, par exemple, nous sommes en coalition avec l'UDC, à Vaury Centre. On a décidé d'aller battre campagne du côté de Manoka. On va louer une embarcation quelques jours avant, et la veille du départ, quelqu'un nous rembourse les fonds et nous dit vraiment, allez vous battre ailleurs. Et ce jour, on se met à chercher toutes les embarcations disponibles et tout le monde a été loué pendant une semaine. Tous sans exception. Quand on se renseigne, c'est drôle, non? Quand on se renseigne, on nous fait comprendre que c'est une élite locale qui a loué toutes les embarcations jusqu'à la fin de la campagne. Vous n'avez aucune embarcation pour aller vous rendre. Quand vous visez ça, vous faites quoi? Vous appelez les sous-serres pour lui dire que, gars, on m'empêche de prendre la pirogue. Vous êtes obligé de trouver une solution là, alors que vous avez des gens qui sont en face de vous, qui sont vils, qui sont pernicieux, qui utilisent toutes les techniques à leur disposition juste pour nuire l'adversaire. Donc, si vous restez simplement à regarder droit devant vous et que vous ne regardez pas derrière ou les rétroviseurs ou bien les angles morts, mais ils ne vont pas vous rater. Ils ne vont pas vous rater et ils vont même vous demander pourquoi est-ce que pourquoi vous vous êtes laissé avoir, vous êtes même naïf. On va même vous traiter de naïf. Pourquoi vous n'avez pas anticipé cela? Donc, vous voyez, c'est le jeu et le processus électoral actuellement. Donc, quand on est un acteur aguerri, on s'attend à toutes ces tractations. C'est pour cela qu'avant d'aller au contentieux, avant d'aller déposer notre dossier au Conseil constitutionnel, au Conseil électoral également, on s'est assuré d'abord que tous les angles morts justement soient fermés. Parce qu'on savait effectivement qu'à tout moment, avec tout ce qu'on connaît, ces gars pouvaient débarquer de partout avec une histoire à dormir debout. Parlant justement d'histoire, ne l'oubliez pas, il y a quelques jours, vous avez été, votre parti, notamment le président de votre parti, a été taxé d'avoir bénéficié de quelques largesses du ministre du MINAT, le ministre de l'administration territoriale. Oui. Disait-il, il avait facilité notamment les rapports entre Cabral Libye et Robert Kona.
qui cherchait, Cabral Libye qui cherchait un parti, il avait réussi notamment à les mettre ensemble. Est-ce que ce n'est pas un poids quelque part? Est-ce que vous n'êtes pas redevable aussi dans une certaine mesure? Vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question? Je vais répondre à cette question. Pourquoi je ne répondrai pas à cette question? Sauf si vous voulez dire au Cameroun. Non, je vous réponds. Oui. Si tant il est qu'elle serait gênante. Je dis bien que je vous réponds. Elle serait gênante, pourquoi? Allez-y donc. On parle de M. Atangadi qui a eu des propos complètement... Un peu disgracieux, exactement. Un peu désobligeants même dans une certaine au Cameroun, mesure. Quand on cite les ministres au Cameroun, c'est celui qui a la parole la plus sûre et certaine au Cameroun à l'heure actuelle. Dites-nous. Je pose la question à tous les Camerounais. Dans le jeu de rôle, c'est moi qui pose les questions. C'est ça, je dis. Moi, je pose la question à tous les Camerounais. Donc, ça veut dire que si vous avez choisi de croire absolument à ce que ce monsieur raconte, ça veut dire que vous devez croire à tout ce qu'il raconte depuis. Merci. Donc maintenant, pour vous répondre spécifiquement à la question, nous avons demandé un droit de réponse à cette émission. Donc, à l'heure actuelle, je pense que c'est même déjà passé. À l'heure actuelle, il y a un droit de réponse où c'est clairement et nous répondons clairement à ces allégations et nous rétablissions les faits. Monsieur Atangadi a dans ses délits, certainement que la transition... C'est un ministre. Nous préférons que l'expression soit retirée. Nous n'allons pas l'assumer. Il y a aussi un élément qu'il faut souligner. Oui. Le jeu trouble qu'il joue depuis qu'il est ministre de l'administration territoriale. Parce qu'on parle beaucoup des questions du Manidem, mais on oublie qu'il y a des formations politiques aujourd'hui qui sont au Conseil constitutionnel juste à cause du jeu trouble que le ministre de l'administration territoriale joue. Il faut pas s'amuser avec cette réalité. C'est depuis 2017 qu'il s'est décidé de créer du bordel dans les formations politiques en nommant par-ci, par-là des gens. Les mêmes notes qui sont parfois énumérées là comme étant ce qui donne le droit, ces notes-là ont été contestées 2 sur 3. D'ailleurs, ceux qui sont aujourd'hui au Conseil constitutionnel, vous avez l'UPC, vous avez le Manidem qui sortent tous de la même note-là. Donc ça veut dire que, en fait, c'est quelqu'un qui a toujours participé à créer des tensions. Et malheureusement, au sein des formations politiques, on a des personnes qui jouent à ces jeux, qui hier sont allés appeler le renfort du MINAT pour créer le bordel dans leur formation politique et qui aujourd'hui sont étonnés que cela revienne sous forme de boomerang. Donc c'est une interpellation aussi à nous les acteurs politiques de faire attention à ce jeu malsain que certaines personnes sont en train de jouer. Merci. Parce que quand vous êtes militant d'une formation politique et que par exemple vous n'avez pas le droit d'organiser une manifestation publique, mais par contre on permet à quelqu'un qui n'a aucun droit, un père fondateur, une expression créée, d'organiser un congrès, alors que vous, on vous a empêché d'organiser votre congrès, et on vous fait croire pratiquement, on veut faire croire à l'opinion publique que vous n'existez plus, que vous n'avez plus de droit, et que en fait, c'est cet individu qui a été monté, conçu par le MINAT, et c'est lui maintenant qui est le porte-parole de toute une organisation. On a été victime de cela toute l'année 2024. On est allé jusqu'à nous interdire d'aller défiler simplement. Parce qu'il fallait enlever dans l'esprit des Camerounais que le Cabral Libye est le président du PCRN. Et quelques jours après, le Robert Konaï a envoyé les résolutions de son fameux congrès qu'il a fait. Et quelle a été la réaction du MINAT? Il a envoyé une correspondance à Elekam pour dire que le nouveau président du PCRN, c'est Robert Konaï. Donc vous comprenez le jeu auquel il joue souvent. Donc moi je mets beaucoup de tact à ça. Finalement, on a eu quelques informations autour de cette affaire. Jean-Arsène Adjomon-Vondor, nous l'avons dit un peu plus tôt, l'archevêque métropolitain, Monseigneur Cléda, a fait une sortie, parce que pour rester dans la thématique, on a vu l'évêque de Ngaoundéré, Monseigneur Emmanuel Abo, l'évêque de Yagua également, Yaouda Yogo, qui ont tous effectué des sorties pour fustiger notamment la longévité du régime en place, et maintenant l'évêque de Bafoussam parle. Vous qui étudiez les rapports de force, est-ce que son propos n'est pas un autre propos parmi tant d'autres qui n'ont jamais rien donné? Bien, c'est vrai que l'Église catholique s'est largement exprimée là-dessus. Vous avez cité l'évêque de Garoua, vous avez cité le conseil, la conférence épiscopale, mais ce tour-ci semble être semble avoir quelque chose d'instinctif, quelque chose de particulier. Oui. Parce que nous avons en scène plusieurs acteurs. Lui, il publie le 30 juillet. Le 1er août, la faction jeune du MRC publie un communiqué disant le regroupement au niveau du Conseil constitutionnel, donc demain. Le 2 août, c'est le préfet d'Umfundi qui
fait aussi un autre communiqué pour empêcher les rassemblements autour du Conseil constitutionnel. Et aujourd'hui, le 3 août, c'est l'association United for Cameroon qui fait un appel qui écrit une lettre au président Macron en indiquant que si la candidature de M. Kamto n'est pas retenue, il y a risque d'un soulèvement populaire et donc d'une implosion institutionnelle. Donc, vous voyez un ensemble de choses au même moment. Il semble se constituer un rapport de force par rapport à nous. C'est-à-dire, on a là le parti MRC qui semble avoir, c'est vrai que c'est assez voilé, mais le professeur Jean Gatti l'a dit, qui semble avoir un soutien de l'évêque, même si c'est voilé, et il y a United for Cameroon, dont on a le parti politique, le système religieux et un membre de la société civile qui fait appel à une entité extérieure internationale. Là, nous sommes là avec la France. Donc, il semble se constituer une force qui est à l'opposé à. Il y a l'institution Conseil constitutionnel, il y a la note de Monsieur le Prophète du Fundi, donc l'administration publique avec tout ce qui l'accompagne, la puissance publique. Le plus souvent, quand on a observé les sorties des évêques, Madame a dit tout à l'heure tout le processus que l'Église catholique a eu en RDC. Nous, aux autres, on se souvient, je crois que c'est le professeur Timchua qui a parlé de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Le jour que l'archevêque d'Abidjan est allé rencontrer le président Barbeau, 3 jours après, il y avait... Quelle corrélation avec le Cameroun? Est-ce que vous voulez nous faire savoir que l'Église catholique est suffisamment informée que ces messages qui sont sortis ou encore qui sortent prends un autre exemple. Ces derniers moments ne sont pas des messages au hasard? Non, ça ne peut pas être des messages au hasard parce qu'il y a un autre exemple. C'est quelqu'un qui était sur un plateau de télévision aussi que 2 ans avant l'affaire Boko Haram, l'Église catholique avait prévenu les autorités camerounaises qu'il y aura une situation qui est déplaisante au niveau du Nord Cameroun. Et il y a une phrase dans la lettre de Monseigneur qui dit, lorsqu'il a cité toutes ces choses, l'absence d'alternance, tout ceci prépare le lit des conflits. Monseigneur Lonsi Kene. Monseigneur Lonsi Kene. Il y a une phrase qui dit, il dit ça, tout ceci prépare la dernière phrase, prépare le lit des conflits. On aurait dit que d'après les éléments qu'il a, on a l'impression que c'est une alerte à un soulèvement qui pourrait se produire soit à ce moment-là. C'est vrai que United for Cameroon dit que toute élection présidentielle au Cameroun, alors que la candidature du candidat Kamto est invalidée, la victoire du président Paul est illégitime. Par conséquent, il pourrait se produire un soulèvement populaire, une implosion des institutions. Donc, généralement, lorsque les prélats sortent, nous allons affaire à des alertes, et généralement, c'est des alertes de révolte qui peuvent embraser. Merci Jean-Arsène Adjumont-Vondor. Philippe Nanga, vous êtes, on va le dire, coordonnateur de Un Monde à Venir. Est-ce que l'invalidation, par exemple, de la candidature du professeur Maurice Kamto, cela donnerait ou alors jetterait un tout petit peu un discrédit sur le processus électoral qui est d'ailleurs pour certaines personnes déjà problématique? Oui, ça c'est clair. Plusieurs acteurs de la société civile l'ont dit. Je pense que beaucoup d'acteurs de la société civile ont fait sortie pour dénoncer, n'est-ce pas, ce que beaucoup d'entre nous considèrent comme un acharnement sur un acteur politique. C'est pas cette année, c'est depuis plusieurs années maintenant qu'il y a quand même une fixation sur l'individu. Le ministre de l'administration territoriale a fait plusieurs sorties indiquant clairement que M. Kamto pourrait ne pas participer avec son parti à la prochaine élection présidentielle. Je crois que à partir de ce moment-là, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un souci. On a vu, on voit, on fait la collecte d'informations, plusieurs cadres du parti au pouvoir ont fait des sorties depuis plusieurs années pour dire que cet acteur-là ne va pas participer, n'est-ce pas, à la prochaine élection présidentielle. Et quand il y a des ministres qui ont fait des sorties dans ce sens-là. Et donc quand vous collectez donc toutes ces informations-là, quand vous observez cette fixation sur un individu,
vous vous dites quand même, il y a un souci. Il y a un souci, et si vous observez un peu, vous allez voir que le MRC, avec son ancien président, M. Kamto, ont animé une discussion sur la capacité du parti à présenter un candidat. On se souvient du fameux débat mandat représentatif, mandat impératif. En réalité, c'était pour démontrer au peuple camerounais qu'il y avait une question de droit qui était là. Mais malheureusement, beaucoup d'acteurs et même des journalistes n'avaient pas en mémoire que depuis l'année dernière, le MRC avait déjà pris des dispositions, n'est-ce pas, pour permettre à M. Kamto de choisir son mode de participation à l'élection présidentielle. Il y a une résolution du MRC depuis 2024 dans ce sens-là. Mais le parti a quand même animé la discussion dans ce sens-là. Et on a vu les positions des membres du gouvernement. On a vu les positions de plusieurs hommes politiques, n'est-ce pas, et même de l'administration publique sur le sujet. Alors que le MRC avait déjà pris des dispositions. Et donc, sachant très bien que, voyant bien la position de l'administration publique, la position, n'est-ce pas, du parti au pouvoir, et de certains acteurs clés, n'est-ce pas, dans la gouvernance politique, le MRC a choisi une voie qui semblait être une voie la plus simple possible. C'est-à-dire d'aller donc vers la voie qui était indiquée par tout le monde. Tout le monde disait, non, pour participer, il faut qu'il aille, n'est-ce pas, ils ont appelé ça, qu'ils choisissent un parti Yango. Le parti Yango. Il a dit, ok, je vais prendre mon Yango pour participer. Mais même avec le Yango, on trouve toujours le moyen, n'est-ce pas, de contrecarrer sa participation, n'est-ce pas, à l'élection présidentielle. C'est un problème. C'est un problème. On ne peut pas dire que ce n'est pas un problème. C'est un problème parce que c'est un Camerounais qui jouit de tous ses droits civils et politiques. On ne peut pas avoir une telle fixation sur un individu, n'est-ce pas, au point de l'empêcher, n'est-ce pas, de jouir de ses droits civils et politiques. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on observe, n'est-ce pas, qu'il y a cette entrave visible, n'est-ce pas, sur la participation politique de ce monsieur-là, et ça ne peut qu'entacher la crédibilité du processus électoral. Parce que on nous observe. Quand j'ai dit on nous observe, les observateurs internationaux nous regardent, n'est-ce pas? On ne peut pas dire que le pays, au Cameroun, ne vit pas en autarcie. On est quand même dans le monde et on nous regarde. On nous regarde parce que le Cameroun a aussi adhéré à des instruments internationaux, à des cadres qui prescrivent comment une élection doit se passer. Alors quand on voit que le Cameroun piétine non seulement ses propres lois nationales, mais aussi les lois internationales, ça pose un problème. Merci. Ça pose un problème et donc il me semble que pour la crédibilité de notre processus électoral, il faut dire le droit. Je dis ce qui s'est passé. Je vous dis ça, excusez-moi, parce que je suis un acteur qui participe, n'est-ce pas, au processus électoral. Un Monde Avenir est membre de la plateforme nationale et régionale mise en place par l'élection de Cameroun qui regroupe les partis politiques et la société civile. Merci. Et donc, dans cette plateforme-là, je vois régulièrement des acteurs politiques prendre part en tant que président aux réunions de cette plateforme-là, dont M. Anis Sekani. Merci beaucoup, Philippe Nanga. Merci. Excusez-moi, j'étais un peu choqué de voir que quelqu'un qui est tout le temps invité, comme moi, n'est-ce pas, à cette plateforme, en tant que responsable d'un parti politique, soit on lui dénie cette qualité-là à un moment ultime où il faut faire valoir ce droit-là. Et donc j'étais un peu choqué parce que je me disais, mais le président du conseil électoral, c'est un monsieur que je respecte beaucoup, parce que je dois dire que nous avons beaucoup de critiques à l'endroit de l'organe en tant que tel. Mais ce monsieur fait de gros efforts pour donner une image, j'ai envie de dire, positive à l'élection de Cameroun. Mais j'ai imaginé le désarroi dans lequel il s'est trouvé de devoir se prononcer face à quelqu'un qui était invité régulièrement par lui comme président d'un parti, et à ce moment précis-là, il fallait le dénier. Merci. C'est suivi, Philippe Nang. 30 secondes, oui, parce qu'on va sortir de la